Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, cette fois-ci sur la métamorphose de Franz Kafka, un roman très étrange paru en 1912 dans lequel un personnage se réveille dans la peau d'un gros cafard. Une histoire très bizarre donc et sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, mais ça ce sera pour les prochaines vidéos parce que là c'est le résumé. Cela étant dit, je vous souhaite un bon visionnage. Un matin, Gregor Samsa, jeune voyageur de commerce, se réveille dans la peau d'un énorme cafard. Ou scarabée, ou punaise, en fait on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr c'est que d'entrée de jeu... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se demande ce qui se passe. Gregor se réveille donc dans la peau d'un, on va dire un cafard, et il n'a pas l'air plus perturbé que ça, et se dit que le mieux à faire ce serait de se rendormir, ce qu'il n'arrive pas à faire avec son tout nouveau corps dans lequel il est tout empoté. Gregor se met donc à cogiter, et là il se rend compte d'un truc. Oh, je vais être en retard au lycée! Alors pas en retard au lycée, mais en retard au boulot. Et il faudrait surtout pas que ça arrive parce que Gregor, ses parents et sa petite sœur vivent tous sur son seul salaire. Alors on se dit que Gregor exagère sûrement un peu parce qu'il a quand même un problème plus urgent à régler. Sauf qu'il avait peut-être pas tort de s'inquiéter parce que 5 minutes plus tard, le fondé de pouvoir débarque dans l'appartement familial. Le fondé de pouvoir, c'est le représentant de son employeur, donc c'est un genre de Brandt. Ça, c'est la clé de la ville de Pasadena qui a été offerte à monsieur Lebowski il y a 2 ans. Mais en beaucoup moins sympa. Plutôt le genre Strickland en fait. Votre feuille de retard, Mademoiselle Parker. Et c'est sûrement le manager le plus pointilleux du monde puisqu'il arrive dans l'appartement alors que Gregor est en retard peut-être seulement de 30 minutes. On ne sait pas pour quelle entreprise travaille Gregor Samsa, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les horaires, ça rigole pas. Strickland est venu voir ce qui se passe et il en profite pour mettre un énorme coup de pression à Gregor. Je vois que vous n'avez guère profité de mes conseils, jeune homme. Il lui rappelle que ses performances au travail sont en chute libre depuis quelques temps, qu'il est sur le point de se faire virer et qu'aucun Samsa n'a jamais marqué l'histoire de Hill Valley. Ce à quoi Gregor répond: Vous savez, l'histoire, elle va changer. Alors c'est pas exactement ce qu'il lui répond, c'est pas l'envie qui lui en manque, mais déjà Gregor oserait pas se rebeller contre son patron et surtout il est plus capable de parler puisqu'il s'est transformé en insecte. Il essaie bien de se justifier, mais quand il ouvre la bouche, personne comprend rien à ce qu'il raconte. Parce que comme il a plus de cordes vocales, j'imagine que ça fait juste des... je sais pas trop, des bruits de cafard. De l'autre côté de la porte de la chambre, il n'y a pas que Strickland, il y a aussi la famille de Gregor qui est là et qui se demande ce qui se passe, et Gregor se décide à sortir de la chambre. Mais avec un corps de cafard, donc il galère, et quand il arrive enfin à ouvrir la porte, forcément... c'est la panique. Strickland se barre en courant et le père essaie de repousser Gregor dans la chambre en mode Chris Pratt dans Jurassic World. Ok, good. Mais en beaucoup moins classe. En fait, ça ressemble plutôt à ça. Le père agite sa canne dans tous les sens, Gregor tente de retourner dans la chambre, c'est laborieux, il se blesse, ça énerve encore plus le père qui finit par lui balancer un grand coup de tatane. Gregor se retrouve projeté dans la chambre et le père referme la porte. Gregor est donc enfermé dans la chambre et sa famille ne sait pas trop quoi faire de lui. La seule qui s'en occupe un peu, c'est sa petite sœur Greta qui tous les jours lui amène quelque chose de nouveau à manger pour essayer de deviner quelle nourriture pourrait lui convenir. Et ce n'est pas facile à déterminer car même si dans sa tête Gregor aimerait continuer à manger comme avant, ce n'est pas ce que son nouveau corps lui réclame. Je trouve ça dégoûtant. Je suis incapable de résister. Malgré lui, Gregor est attiré par les fruits avariés et la nourriture un peu pourrie, mais aussi par les recoins sombres et humides, et quand il n'est pas planqué sous le lit, il écoute à travers la porte ce que sa famille raconte, et un jour, il découvre que son père n'est pas celui qu'il croyait. Ah, c'est pas aussi spectaculaire, son père bosse pas pour la CIA, mais par contre, il lui a menti. Ça fait plusieurs années qu'il prétend que la famille est endettée et que s'il pouvait, il irait travailler pour rembourser cette dette, ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il est trop vieux et trop faible et que c'est pour ça qu'il ne bouge plus du canapé depuis un bon bout de temps. Alors déjà, il n'est pas si faible que ça, mais surtout il avait mis de l'argent de côté, argent qu'il aurait pu utiliser pour rembourser cette dette. Or, ça fait plusieurs années que Gregor doit travailler 70 heures par semaine pour éponger les dettes familiales, ce qu'il aurait pu s'éviter si son père avait utilisé cet argent plutôt que de le planquer. Et Gregor aurait peut-être pu aller savoir imaginer un avenir professionnel différent. Mais Gregor est quelqu'un de bien et plutôt que d'en vouloir à son père, il s'inquiète des répercussions de sa métamorphose pour sa famille. Et ça le rassure d'apprendre qu'ils ont un peu d'argent pour pouvoir venir. Par contre, du côté de sa famille, cette empathie est de moins en moins réciproque. Sa petite sœur continue de s'occuper de lui, mais plus ça va, plus elle le fait mécaniquement. Janine, des coups de fil? Aucun. Des messages? Aucun. La mère est la plupart du temps absente. J'en ai marre en ce moment des enfants. Et le père qui a dû finalement retrouver un boulot est devenu un peu flippant.
Apparemment, le travail, c'est la santé parce qu'il pète la forme, il s'est transformé physiquement et du point de vue de Grégor, c'est-à-dire le point de vue d'un cafard qui rampe sur le sol, son père est devenu un genre de Frank Ropers. La méthode est la suivante. Un jour, il croit que Grégor a tenté d'agresser sa mère, ce qui en réalité n'est pas du tout le cas, et que Grégor tente d'expliquer maladroitement. Grégor envoie des signaux pour essayer de dire que ses intentions sont pacifiques, mais le père interprète très mal ces signaux. Il prend ça pour des signes d'agression et se met à balancer sur Grégor tout ce qui lui tombe sous la main, et en l'occurrence des pommes, et pas de bol, une pomme passe à travers la carapace de Grégor et pénètre dans sa chair. Finalement, la mère finit par s'interposer avant que la situation ne dégénère totalement. Un mois se passe, la pomme est toujours coincée dans la chair de Grégor, ce qui lui fait un mal de chien, mais ça s'arrange un peu avec sa famille. Son père a eu un cas de conscience et il réalise que cet énorme insecte enfermé dans la chambre, eh bien, c'est son fils. Et un statu quo s'installe. On laisse Grégor tranquille dans la chambre et de temps en temps, on entrouvre la porte pour qu'il puisse prendre part de loin à l'ambiance des repas familiaux. Une ambiance assez sordide, non pas à cause de ce qui arrive à Grégor, mais parce qu'ils arrivent au bout de leurs économies et qu'ils ont dû tous prendre ou reprendre un travail. Et finalement, le travail, c'est peut-être pas tant que ça la santé, parce que là, ils sont tous tellement épuisés qu'ils n'arrivent même plus à parler pendant les repas. Et évidemment, dans ces conditions, plus personne n'a trop d'énergie pour s'occuper de Grégor. Et Grégor, il est super sympa, il adore sa famille, c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais là, il commence à être quand même un peu saoulé. Bon, déjà, il a une pomme coincée dans le thorax qui lui fait super mal, et ça aurait été bien que quelqu'un pense à la lui enlever. Et puis, on ne nettoie plus sa chambre, et on commence à y entreposer toutes sortes d'objets dont on veut se débarrasser, ce qui s'aggrave quand, pour gagner un peu d'argent, la famille de Grégor sous-loue une partie de l'appartement à 3 messieurs distingués, pour qui il faut absolument faire de la place. Forcément, la chambre de Grégor ne ressemble plus du tout à une chambre et petit à petit, plutôt à une vieille cave d'immeuble pas vidée depuis 10 ans et qui donnerait directement sur un local à poubelle. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui pue. Ce qui n'est pas forcément pour déplaire à Grégor puisqu'il s'est transformé en cafard et que les cafards, justement, ça adore ce genre d'endroit. Mais d'un autre côté, Grégor continue à raisonner comme un être humain. Et donc il a du mal à assumer ses nouveaux besoins physiologiques. Et pendant qu'il se débat avec ça, les 3 locataires pourrissent un peu plus l'ambiance qui déjà n'était pas terrible. Sous prétexte qu'ils paient un loyer, ils se permettent d'être odieux avec tout le monde. Non, je ne veux pas des vieux, je veux de la vitelle. Une ambiance rendue encore plus malaisante par l'inclinaison naturelle du père à faire tout un tas de courbettes devant ceux qui le dominent socialement. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous. Après tout, il pourrait peut-être lui lâcher un petit billet. Un soir, Greta, la petite sœur de Grégor, joue du violon dans le salon pour divertir ces 3 messieurs qui arrêtent rapidement de l'écouter et qui ne font aucun effort pour cacher leur ennui. Et pourtant, elle joue pas si mal. D'ailleurs, Grégor est beaucoup touché par la musique de sa petite sœur qu'il écoute depuis sa chambre, et petit à petit, et sans s'en rendre compte, il s'approche d'elle pour mieux l'écouter. Et ce qui devait arriver arriva, Grégor se retrouve au beau milieu du salon devant les 3 locataires qui étonnamment restent stoïques. Un cafard géant, ça les impressionne pas plus que ça et ils ont plein de questions à poser. C'est quoi ce truc? Ça sort d'où? Il est là depuis combien de temps? Par contre, le père de Grégor, lui, il est pas du tout stoïque, il est même en panique totale. Il essaie de repousser les locataires dans leur chambre, mais comme il peut jamais s'empêcher de faire tout un tas de courbettes et qu'il a aucune autorité sur eux, eh bien, il ne le calcule même pas jusqu'à ce que l'un des 3 se retourne pour lui dire « Je déclare que, vu les conditions répugnantes qui règnent dans cet appartement et sur cette famille, je vous donne congé sur le champ. Bien entendu, je ne paierai pas un sou pour les journées où j'ai séjourné ici. » Ce à quoi les 2 autres locataires ajoutent « Même chose que lui, moi aussi. » Ils sont peut-être odieux, mais ils ont le sens des affaires. Cela dit, c'est pas mal comme combine, c'est le genre de truc qui peut se tenter dans un restaurant. Je déclare que, vu les conditions désobligeantes dans lesquelles j'ai dégusté ce menu à 350 €, je ne paierai pas un sou à cet établissement. Bon, je m'écarte un peu du résumé là. Mais donc, on a Grégor qui trône au beau milieu du salon parce qu'il s'est rapproché pour écouter sa sœur jouer du violon. Petite sœur qu'il aime par-dessus tout et qui, une fois les locataires repartis dans leur chambre, déclare avec un ton de cour d'assises que non, il faut arrêter de délirer, cette horrible bestiole n'est pas son frère. On aurait tort de croire qu'il s'agit de Grégor et il faut s'en débarrasser. Et là,
C'est violent, parce que Grégor n'est peut-être pas capable de parler, mais il continue de comprendre ce que les autres racontent, et de comprendre donc que sa petite sœur vient en quelque sorte de le condamner à mort. Dans un silence gêné mais très explicite, Grégor tente maladroitement de retourner dans sa chambre, ce qui comme d'habitude prend des plombes, et lorsqu'il y parvient, il aperçoit pour la dernière fois le visage de sa mère. On referme la porte derrière lui et on la verrouille à double tour. De nouveau seul dans sa chambre, Grégor se dit que la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de disparaître. Et une dernière fois, il repensa à sa famille avec attendrissement et amour. Il ferme les yeux et se laisse mourir. La mort de Grégor donne lieu en quelque sorte à une deuxième métamorphose, celle de sa famille. Dans un sursaut de dignité, le père chasse les 3 locataires de l'appartement et la famille décide de prendre une journée de repos. Ils ne vont pas aller travailler, peu importe ce que leur employeur pourra en penser, c'est-à-dire qu'ils osent se rebeller. Ils se promènent, ils font le point sur leur situation et se disent qu'elle n'est peut-être pas si précaire que ça, et qu'ils arriveront bien à s'en sortir. Et au passage, les parents remarquent que la petite Greta a beaucoup grandi et qu'elle est devenue une jeune femme, et que donc il faudra bientôt penser à la marier.